Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire personnelle, donc ce sera une sorte de story time. Nous allons échanger et à la fin, nous allons essayer de tirer des enseignements, d'augmenter notre savoir à tout un chacun et de nous cultiver, tout simplement. Eh bien, tout d'abord, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Christelle. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié à chaque fois que je publie un nouveau contenu. Et voilà, on y va, trêve de blabla. Tout commence donc en 2006. Il y avait une éclipse solaire qui allait visible depuis mon pays, depuis le Togo. Et c'était une éclipse qui avait été annoncée. Les autorités ont pris les mesures pour que la population puisse observer cette éclipse de manière safe, sans s'endommager les yeux. Donc, il y avait des kits de lunettes spéciales qui avaient été partagés à la population afin que les gens y regardent l'éclipse. C'est un truc qui arrive rarement. Donc, tout avait été fait. Le jour de l'éclipse, c'était un 29 mars, si je me rappelle bien. Comme prévu, mes parents et moi, nous sommes sortis dans la cour de la maison pour pouvoir l'observer. Manque de bol, moi j'ai rien vu, j'ai mis mes lunettes, mais voilà, c'était des lunettes noires opaques. Donc j'ai tourné dans tous les sens pour essayer de bien viser l'endroit où était l'éclipse. J'ai rien vu, ok, à la fin, je suis rentrée à l'intérieur de la maison. En vrai, j'ai vu l'éclipse qu'à la télé. L'éclipse est passée. 2 semaines plus tard, en dressant la table à manger, je me suis rendu compte que quand je fixais la source de lumière qui éclairait le salon, elle me paraissait rougeâtre d'un œil et il était normal d'un autre œil. J'en ai parlé à mes parents et le lendemain, mes parents m'ont emmené à l'hôpital en ophtalmologie pour faire une échographie oculaire et c'est là que j'ai eu un diagnostic de décollement rétinien. En plus, il faut savoir que le diagnostic de décollement rétinien, il avait été fait évidemment 2 semaines après l'éclipse solaire. Or, il était bien communiqué à la population que regarder une éclipse solaire sans protection pouvait avoir des dégâts irréversibles sur la vue. Et en l'occurrence, 2 semaines après, je me présente à l'hôpital et on me diagnostique un décollement rétinien. Je savais que je n'avais pas regardé l'éclipse. J'ai pris le diagnostic tel quel et là, j'ai commencé à suivre le traitement. C'est alors que commence réellement l'histoire. Le diagnostic ayant été posé, le traitement qui nous avait été proposé consistait à prendre des corticoïdes à forte dose, à garder la position allongée afin que la rétine se recolle et avoir hebdomadairement des injections dans les yeux, des injections de corticoïdes encore. Donc voilà ce que nous avons fait. C'était d'abord prévu pour 2 semaines. Donc j'ai passé les premières 2 semaines allongées, qu'à prendre des médicaments et à recevoir des injections chaque semaine. Puis le délai est passé à 1 mois, 3 mois, et ainsi de suite. Le délai n'arrêtait pas de se rallonger puisqu'on constatait, après vérification mensuelle, que la rétine ne s'était pas recollée et que le problème persistait en fait dans mon œil. J'étais en classe de 3e et évidemment, en juin, c'était le moment de passer l'examen. Vu ma situation, les démarches ont été faites pour prouver que je ne pouvais pas passer à la session normale de l'examen. Donc, j'ai été reportée pour la session d'août pour passer le BEPC. Entre-temps, depuis le mois d'avril à juillet, j'avais pris énormément de poids, j'avais enflé. Simplement, le terme, c'est j'avais enflé. Mon corps était devenu comme turgescent, j'étais comme un ballon, voilà, tout simplement. C'est à cette époque qu'une connaissance de mes parents nous a suggéré de prendre un second avis, chose que nous avons faite. Et nous avons donc vu un second ophtalmologue qui, immédiatement après m'avoir ausculté, nous a directement dit qu'il ne constatait pas de décollement rétinien et que tout ce qu'il y voyait, c'était un saignement intraoculaire, ce qui est une conséquence de la drépanocytose. Ce jour-là même, il nous a expliqué que pour y remédier, il n'y avait qu'une seule solution, c'est faire une vitrectomie. Que dans la sous-région, malheureusement, cette intervention ne se faisait pas ou se faisait très mal. Il nous a donc conseillé rapidement de faire les démarches afin de venir en France et se faire opérer à l'Hôtel Dieu de Paris. Chose que nous n'avons pas tardé à faire. Les démarches ont été faites rapidement. On était donc là en juillet. Entre le mois de juillet et le mois de septembre, mes parents ont fait les démarches. Pendant ce temps, j'avais eu l'occasion de me concentrer sur ma session de rattrapage de l'examen de BEPC, sachant que la position couchée finalement n'était pas ce qui allait me faire guérir.
avec mes parents, ben, il était évident qu'il fallait que je me remette à bosser. J'ai des camarades qui m'ont ramené des cours, j'ai des professeurs qui sont venus à la maison pour faire des cours en complément pour que je puisse préparer l'examen. Je suis passée à la session des malades en août. Je l'ai réussi. Heureusement, j'ai eu mon brevet. Entre-temps, mes parents faisaient toujours les démarches pour obtenir le visa et venir se faire opérer. Donc, c'est ainsi qu'en novembre, je vins pour la première fois en France pour me faire opérer. Le vol, ça a été compliqué parce qu'avec ma drépanocytose, plein de complications durant le vol pour venir en France. L'arrivée en France, hospitalisation immédiatement parce que ischémie de la rate. Bref, je vous épargne ces détails-là. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. J'ai pu être prise en charge. L'opération s'est bien passée. J'ai eu des lasers après pour bien stabiliser mon œil. La vitrectomie s'est bien passée et voilà, nous sommes rentrés au Togo après cette opération et ben, je n'ai pas pu retrouver une vue normale avec cet œil. Je l'ai perdu malheureusement parce que j'avais perdu trop de temps entre le moment où le saignement est survenu et le moment où on m'a opéré pour évacuer ce sang, et ben j'avais trop tardé et c'est ce qui avait fait que ma rétine s'est abîmée. Donc elle s'est froissée et donc malgré l'intervention, plus de 6 mois après, ma rétine a subi des dégâts qui étaient irréversibles. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de faculté visuelle qu'avec un seul œil. Voilà comment est-ce que j'en suis arrivée à perdre un œil. L'œil endommagé n'a pas cessé de présenter des complications au fur et à mesure, que ce soit des cataractes, que ce soit du strabisme. Heureusement, il n'impacte pas l'autre œil qui est encore valide. Même si dans cet autre œil, des précautions ont été prises pour que jamais je n'ai à ressaigner. Mais étant drépanocytaire, ben, les risques sont toujours présents. C'est à moi de faire attention dans ma vie quotidienne. Personne ne se doute que je n'ai plus de vision à ma droite. Et bien sûr, ce n'est pas un handicap que l'on voit, donc qui pourrait s'en douter? Pour savoir, entre autres, ce qu'il y a eu comme complications suite à cet épisode, ben, je vous laisse vous renseigner sur les conséquences de la forte prise de corticoïdes et tout ce qui va avec. Vous allez voir, c'est très... ça vaut son pesant d'or. Et pour ce qui est de la vue, eh bien, couplé déficience visuelle et maladresse, eh bien, c'est tout moi. De cette histoire, j'ai retenu 2 choses. La première, c'est que lorsqu'on ne connaît pas bien un sujet ou un domaine, avoir un second avis pourrait grandement éviter des erreurs. Et de 2, le fait est que encore dans nos sociétés africaines, le médecin communément appelé Dokita ou Docta est vu comme un surhomme, incapable de faire des erreurs, incapable de se planter. Les erreurs médicales, les faux diagnostics et mauvaises interprétations, le peu d'attention apportée aux malades dans l'hôpital public sont les causes d'innombrables décès et aggravations. Mais personne ne soulève jamais le lièvre. Quand ça se passe bien, c'est grâce au docteur, et quand ça se passe mal, ben c'est le destin. Et on tourne la page. Et le pire, pour en revenir à mon cas, c'est qu'une fois majeure, j'ai décidé de ne pas garder tout ce ressenti en moi. Je suis retournée voir cet ophtalmologue, donc le premier ophtalmologue, pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Il persistait dans le déni et rejetait la faute sur le fait que les erreurs médicales, ça arrivait et qu'on n'y pouvait rien. Les médecins font des erreurs. Oui, c'est humain. Ce phénomène est incontestable et nécessite d'être évalué objectivement et scientifiquement. Personne ne devrait subir des préjudices en recevant des soins. Selon l'OMS, 4 patients sur 10 dans le monde subissent des préjudices dans les centres de santé primaires ou ambulatoires. Les préjudices causés aux patients par des manifestations indésirables sont l'une des 10 principales causes de décès et de handicap et la proportion des préjudices évitables peut atteindre 80%. Les erreurs les plus préjudiciables sont liées au diagnostic ou à la prescription et bien évidemment à l'utilisation de médicaments. J'en appelle donc à ceux qui sont du corps médical dans nos pays d'Afrique. Certes, il n'y a pas assez de moyens dans nos hôpitaux, mais l'on peut faire mieux. C'est là qu'il faut remettre l'humain au centre de nos métiers. La bienveillance envers les patients et la rigueur dans les soins que l'on leur prodigue ne sont pas influençables par les moyens financiers dont dispose l'hôpital public. Ils dépendent tout simplement de comportements humains. C'est mon avis. La journée mondiale pour la sécurité des patients est célébrée chaque 17 septembre. Le saviez-vous? Cette journée a pour slogan « Sécurité des patients,
faites-vous entendre. C'est lorsque j'ai appris l'existence de cette journée que j'ai décidé de faire ce témoignage qui représente environ une année de ma vie, mais une année qui a radicalement tout changé pour moi et ma famille. Si les patients ne montent pas au créneau pour mettre à jour ce genre de phénomène, comment le praticien saura-t-il qu'il faut qu'il se corrige? Il faut le faire, je le répète, dans la bienveillance, tant du point de vue de celui qui subit le préjudice que du praticien qui le lui a infligé. Ainsi, on évitera à d'autres de subir les mêmes conséquences. Tout compte fait, à travers ce sujet, j'espère avoir suscité quelque chose en vous. Vous pouvez être un acteur dans cette lutte pour l'amélioration de la sécurité des patients. Vous pouvez être vecteur de l'information auprès de vos proches. Vous pouvez être attentif aux soins que l'on vous propose et si nécessaire, utilisez un esprit critique et surtout, vous pouvez briser l'omerta dans ce secteur dans nos pays d'Afrique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, laissez un like, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des expériences similaires ou pas. Et tout échange constructif est bon à prendre. J'aimerais également avoir des avis de personnes dans le corps médical, savoir ce qu'il en est, ce qui est fait aujourd'hui ou pas. C'était Christine et je vous dis à bientôt. Bye bye.